Pendant 47 ans, la République islamique a dit à son peuple qu'aucun ennemi ne pouvait la briser. Elle répétait qu'elle avait survécu aux sanctions. Elle avait survécu aux assassinats. Elle avait même survécu à la guerre de 12 jours contre Israël. Cette survie était toute la justification des sacrifices que le corps des gardiens de la révolution islamique exigeait, de l'argent qu'il consommait et de la brutalité qu'il déployait contre son propre peuple. Puis hier, 11 jours après le début d'un blocus naval américain, la République islamique d'Iran est passée à la télévision nationale et a demandé à ses citoyens de manger moins et d'utiliser moins d'électricité. Je ne plaisante pas, ce n'était pas une déclaration de défi, ni quoi que ce soit qui s'en rapproche. C'était un appel du régime à son peuple pour qu'il mange moins et économise davantage afin que le régime puisse survivre plus longtemps. 11 jours. C'est tout ce qu'il a fallu aux responsables du régime pour comprendre le problème auquel ils font face. Le pays s'effondre et l'Iran demande maintenant à ses citoyens d'aider le régime à survivre. Au cours des derniers jours, tout le monde, moi y compris, s'est concentré sur les exportations que l'Iran ne pouvait pas faire sortir à cause du blocus américain dans le golfe d'Oman. Et, avec raison, les exportations, surtout les exportations de pétrole, sont la manière dont le corps des gardiens de la révolution islamique obtenait son argent, dont il survivait et dont il fonctionnait, essentiellement. Il utilisait cet argent pour financer toutes les activités qu'il menait. Mais il y a un autre aspect du blocus auquel les gens ne prêtent pas assez attention, et cet aspect est maintenant en train de revenir détruire l'économie iranienne. Le blocus ne consiste pas seulement à empêcher les navires de quitter les ports iraniens. Il consiste aussi à empêcher les navires en eaux internationales d'entrer dans les ports iraniens, essentiellement pour les empêcher de réapprovisionner le corps des gardiens de la révolution islamique et tout ce dont le régime iranien a besoin. Par exemple, il y avait le Tuska, le navire dont je parle depuis quelques jours. C'était le navire que les États-Unis ont saisi il y a seulement quelques jours, après avoir tiré sur sa salle des machines. Ce navire essayait d'entrer en Iran avec des armes et d'autres cargaisons qu'il transportait depuis l'Asie du Sud-Est, plus précisément depuis la Chine. En prenant le contrôle du Tuska, la marine américaine a prouvé que ce blocus ne visait pas seulement à s'assurer que l'Iran ne puisse pas exporter du pétrole. Il visait aussi à empêcher les marchandises d'entrer, plus précisément des armes et tout autre matériel que le corps des gardiens de la révolution islamique pourrait utiliser. Le Tuska était un navire cargo, ce qui signifie qu'il transportait probablement une cargaison normale, comme celle que transportent les navires, mais il avait aussi à bord des armes que le corps des gardiens de la révolution islamique pouvait utiliser pour reconstruire son programme d'armes balistiques. Du point de vue du corps des gardiens de la révolution islamique, ce risque valait la peine d'être pris parce que le corps des gardiens de la révolution islamique croit vraiment que s'il ne peut pas se battre, il ne survivra pas. C'est pour cela qu'il a besoin d'armes et il en a désespérément besoin. Mais l'Iran dépend aussi des importations pour tout un ensemble d'autres biens et ces biens sont extrêmement importants pour le peuple iranien. L'année dernière, l'Iran a importé environ 60 milliards de dollars de marchandises par ses ports maritimes. Cela représente environ 160 millions de dollars chaque jour. Pour comprendre le véritable problème, il faut regarder exactement ce que l'Iran importait, pas seulement la quantité qu'il importait. La plus grande partie de ces importations était bien sûr composée d'équipements électroniques et des types de matériaux dont les usines ont besoin, dont d'autres entreprises ont besoin et dont les consommateurs iraniens ont besoin. Mais une autre partie était cachée parce qu'elle était divisée en différentes catégories et cette partie c'était la nourriture. Les céréales, la deuxième plus grande catégorie, désignent les grains de base comme le blé, le maïs et peut être même le riz. Ensuite, il y avait les graisses et les huiles qui font aussi partie de l'approvisionnement alimentaire. Ensuite, il y avait les semences et les grains qui font aussi partie de l'approvisionnement alimentaire. En fait, environ 40 à 60% de la nourriture de l'Iran était importée d'autres pays. L'Iran n'est pas vraiment un pays autonome ni autosuffisant lorsqu'il s'agit de son approvisionnement alimentaire. Et cette nourriture n'entre maintenant plus
À cause de cela, le président iranien a dû passer à la télévision nationale hier et supplier le peuple iranien de ralentir sa consommation de nourriture et bien sûr de réduire sa consommation d'électricité. Le président iranien a adressé une simple demande au peuple en disant que les citoyens étaient présents et prêts et en leur demandant de réduire leur consommation d'électricité et d'énergie. Il a dit que le régime n'avait pas actuellement besoin des sacrifices de ces personnes, mais qu'il avait besoin que la consommation soit contrôlée. Il a demandé ce qu'il y avait de mal à allumer 2 lumières à la maison au lieu de 10. Il a dit que ces habitudes détruisaient les infrastructures du pays. Il a affirmé que les ennemis de l'Iran plaçaient le pays sous siège afin que les gens deviennent insatisfaits et que la satisfaction qui existait maintenant se transforme en insatisfaction. Il a ensuite présenté la question comme celle de savoir comment le régime pouvait résister à cette pression en empêchant complètement l'apparition des domaines que ses ennemis pensaient capables de provoquer l'insatisfaction populaire. L'Iran gagne tellement fort qu'il demande maintenant à son peuple d'arrêter de manger autant pour que le régime puisse survivre et de se calmer sur la consommation d'électricité. Tout cela arrive seulement 11 jours après le début du blocus. La déclaration a été faite hier et le blocus a commencé le 13 avril. 11 jours. C'est tout ce qu'il a fallu. La situation alimentaire iranienne était déjà très grave avant même cette guerre. En fait, au début de l'année, lorsque les protestations étaient en cours, j'ai examiné les données sur le coût de la nourriture en Iran et les prix alimentaires connaissaient une inflation de 10% chaque mois. Ce n'était pas une erreur de prononciation ni une faute de ma part. C'était 10% chaque mois. Avec un calcul rapide, une inflation mensuelle de 10% signifie que les prix alimentaires doublent essentiellement tous les 7 mois. Cela veut dire que les Iraniens, qui avaient déjà du mal à cause de tout le reste, doivent maintenant aussi s'inquiéter de voir la nourriture sortir complètement de leur budget, parce que les salaires en Iran n'augmentent pas de 10% par mois, et tout le monde a besoin de nourriture. Ils doivent donc faire face à l'inflation alimentaire. Si les produits de luxe augmentent de prix, les Iraniens peuvent être simplement éviter d'acheter des produits de luxe. Mais tout le monde doit acheter de la nourriture. L'Iran était déjà aux prises avec une inflation alimentaire extrêmement élevée, et à cause de cette guerre, cette situation n'a fait qu'empirer. Le corps des gardiens de la révolution islamique ne peut s'en prendre qu'à lui-même, parce qu'il utilisait des navires cargo censés apporter des médicaments et de la nourriture pour faire entrer clandestinement des armes. Et c'est exactement pourquoi le blocus cible ces navires. Ce qui rend cette situation encore plus choquante, c'est que l'Iran aurait dû savoir que cela allait arriver. Après la guerre de 12 jours qui a eu lieu l'année dernière, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a mis ce plan en œuvre. Le plan était essentiellement que s'il y avait une autre guerre, l'Iran se lancerait dans une campagne de terrorisme économique. Il attaquerait tous les pays du Golfe dans la région, y compris Oman, qui n'a pas de base américaine et qui n'est pas vraiment un allié des États-Unis, parce que l'Iran voulait appliquer une stratégie de coercition économique, essentiellement du terrorisme, à mon avis. Une partie de cette stratégie consistait aussi à bloquer le détroit d'Ormuz, parce que l'Iran avait compris à quel point ce détroit est important pour le marché pétrolier, et donc à quel point le détroit d'Ormuz serait important pour le public américain, et bien sûr pour le président des États-Unis. Mais si je prends cette stratégie et que j'y réfléchis un peu plus profondément, si l'Iran compte bloquer le détroit d'Ormuz, quelqu'un dans cette salle aurait dû dire que si nous bloquons le détroit, les États-Unis pourraient peut-être répondre en bloquant les ports iraniens. Parce que honnêtement, c'est pas un plan délirant. C'est simplement la stratégie iranienne appliquée contre l'Iran. Mais pas une seule personne dans cette salle ne semble y avoir pensé. Il ne semble pas non plus avoir pensé qu'il devrait être faire des stocks de nourriture. Après tout, le pays dépend fortement des importations alimentaires. Tout le monde a besoin de nourriture, même pendant une guerre. Ils auraient donc être dû faire des réserves. Mais personne n'y a pensé, même pas une seule seconde. Et maintenant, seulement 11 jours après le début du blocus, l'Iran manque du besoin le plus fondamental de tout être humain. Je vais être honnête, cela ne devrait pas être une si grande surprise pour moi parce que c'est le même gouvernement qui a si mal géré l'approvisionnement en eau de Téhéran qu'il y a seulement quelques mois, des responsables parlaient d'évacuer la capitale, d'évacuer Téhéran. Et
de déplacer la capitale vers le sud. Encore une fois, c'était pas à cause de quelque chose de purement naturel. C'était pas simplement à cause d'une sécheresse ou d'un événement totalement imprévu. La principale raison derrière cette crise était la mauvaise gestion du régime islamique lui-même. L'Iran est aux prises avec sa pire crise de l'eau depuis des décennies. Des responsables ont averti que Téhéran, une ville de plus de 10 millions d'habitants, pourrait bientôt devenir inhabitable si la sécheresse se poursuit. Le président Massoud Pezeshkian a averti que si la pluie n'arrivait pas d'ici décembre, le gouvernement devrait commencer à rationner l'eau à Téhéran. Et même alors, les citoyens pourraient quand même devoir évacuer la ville. Mais la crise de l'eau en Iran n'est pas seulement le résultat du faible niveau de précipitation. Des décennies de mauvaise gestion, y compris la construction excessive de barrages, le forage illégal de puits et des pratiques agricoles inefficaces, ont épuisé les réserves. C'est ce qu'ont affirmé des critiques et des experts de l'eau qui se sont exprimés dans les médias d'État ces derniers jours. Cette mauvaise gestion a déclenché des protestations contre les pénuries d'eau en 2010 à 8 et en 2021. Le gouvernement a attribué la crise à divers facteurs, comme les politiques des gouvernements précédents, les changements climatiques et la surconsommation. La pénurie d'eau met sous pression des citoyens qui luttaient déjà sous le poids d'une économie paralysée. Si le gouvernement en avait eu la capacité, il n'aurait pas laissé les choses atteindre ce point, il n'aurait pas dû permettre au pays d'en arriver là. La question devient alors de savoir ce que ce gouvernement est même censé faire lorsque les mêmes gestionnaires sont toujours en place. Qu'est-ce qu'ils s'attendent à voir ces mêmes personnes accomplir? Ils n'utilisent même pas correctement les experts. Cette crise alimentaire et électrique pourrait expliquer pourquoi, malgré le fait que l'Iran affirme qu'il ne négocierait pas tant que le blocus américain ne serait pas levé, une délégation iranienne s'est rendue hier à Islamabad, au Pakistan, pour rouvrir les négociations. L'Iran dit une chose, mais le régime est trop incompétent pour se préparer aux conséquences de ce qu'il veut réellement faire. C'est pourquoi il veut relancer les négociations. Selon un responsable pakistanais qui a participé à ces discussions, la rencontre avec Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, portait sur la relance des négociations avec les États-Unis. Abbas Araghchi a également déclaré que l'Iran ne tiendrait pas compte des lignes rouges américaines dans les négociations. L'Iran ne cherchait pas à se rendre face à la pression américaine, mais il était ouvert à une rencontre de négociations rationnelles et équitables. Hier, j'ai parlé de rapports selon lesquels l'envoyé spécial Steve Witkoff et Jared Kushner se rendaient à Islamabad le lendemain de cette rencontre avec Abbas Araghchi, essentiellement pour préparer un deuxième sommet entre les États-Unis et l'Iran. Malheureusement, il semble que la rencontre du ministre iranien des Affaires étrangères ne se soit probablement pas passée aussi bien que l'Iran l'espérait, parce que juste après le départ de la délégation iranienne du Pakistan, Trump a fait une déclaration. Il a essentiellement dit que les États-Unis n'allaient pas faire des allers-retours au Pakistan pour négocier avec l'Iran. Si l'Iran était sérieux au sujet des négociations, il pouvait simplement prendre le téléphone et appeler. Apparemment, la diplomatie est maintenant livrée avec un calculateur de temps de vol et un changement d'humeur présidentiel inclus. Fox News a rapporté que le président Trump avait dit à Aisha Hasni qu'il avait annulé le voyage de son envoyé au Pakistan pour tenir des discussions avec l'Iran. Selon la citation directe relayée par le président, Trump a dit qu'il avait dit à ses collaborateurs un peu plus tôt, alors qu'ils s'apprêtaient à partir, qu'ils n'allaient pas faire un vol de 10 à 8 heures. Il a dit que les États-Unis avaient toutes les cartes en main, que l'Iran pouvait appeler quand il le voulait, et que ses représentants n'allaient plus faire de vol de 10 à 8 heures pour rester assis à parler de rien. C'était important parce que cela arrivait après qu'un voyage prévu plus tôt dans la semaine, lorsque certains pensaient que le vice-président J.D. Vance irait tenir des discussions, avait déjà été annulé. Cela est devenu une nouvelle de dernière heure par l'intermédiaire de Fox News, avec des reportages d'Aisha Hasni et d'Alex Hogan à la Maison-Blanche. Le reportage de la Maison-Blanche a décrit cela comme un bouleversement majeur des négociations qui devaient avoir lieu ce jour-là. Cela a encore une fois montré à quel point ces négociations étaient délicates. Malgré les efforts internationaux importants pour réunir tout le monde autour de la table, tout pouvait encore s'effondrer à la dernière minute. Ce qui était attendu, c'est que Steve Witkoff et Jared Kushner, les envoyés américains, dirigent la délégation au Pakistan.
Le président Donald Trump a ensuite dit à Aisha Hasni de Fox News qu'il avait annulé ce voyage. Cela est arrivé alors que le ministre iranien des Affaires étrangères avait déjà quitté le Pakistan. Trump a encore dit qu'il ne servait à rien de les envoyer sur un vol de 10 à 8 heures et que l'Iran pouvait appeler à tout moment. Juste après cela, Trump a publié une déclaration sur son compte de réseau social. Il a dit qu'il venait d'annuler le voyage de ses représentants à Islamabad pour rencontrer les Iraniens. Il a dit que trop de temps était perdu dans les déplacements et que c'était trop de travail. Au cas où certains ne le sauraient pas, aller des États-Unis au Pakistan représente environ 6 heures de vol dans un seul sens. Donc la délégation volerait jusque-là, aurait probablement besoin de temps pour récupérer après un vol comme celui-là, rencontrerait ensuite les Iraniens, puis reprendrait l'avion pour encore 6 heures. Clairement, c'est un très long voyage. Trump a ensuite poursuivi en disant qu'il y avait énormément de luttes internes et de confusion au sein de la direction iranienne. Il a dit que personne ne savait qui était responsable, y compris les Iraniens eux-mêmes. Il a aussi dit que les États-Unis avaient toutes les cartes en main et que l'Iran n'en avait aucune. Si l'Iran voulait parler, il pouvait simplement appeler les États-Unis. Dans le plus pur style Trump, le monde a appris un tournant diplomatique majeur par un message qui ressemblait à moitié à de la politique étrangère et à moitié à une plainte d'aéroport. À mon avis, cela semble être beaucoup plus que de la simple rhétorique. Je ne pense pas qu'il s'agisse simplement de Trump disant qu'il ne veut pas négocier afin de pousser l'Iran à s'engager ouvertement dans des négociations. Cela pourrait être la stratégie que Trump utilise, et il a déjà fait des choses semblables par le passé, mais cette fois, il semble que les négociations soient véritablement annulées. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que des préparatifs avaient été faits au Pakistan pour qu'une grande rencontre entre les États-Unis et l'Iran ait lieu à Islamabad. Ces préparatifs sont maintenant en train d'être annulés. Depuis 2 semaines, Islamabad était essentiellement paralysé parce que il y avait des rumeurs selon lesquelles la prochaine rencontre serait une grande rencontre, peut être celle où un accord serait accepté ou même signé. Il y avait même une chance que le président Trump lui-même fasse une apparition. À cause de cela, Islamabad, la capitale du Pakistan, était en confinement sécuritaire, les magasins étaient fermés, les rues étaient interdites aux gens ordinaires. Des agents de sécurité étaient partout, des barricades étaient partout. La vie normale s'est essentiellement arrêtée pendant les 2 dernières semaines. Maintenant, il semble que ces préparatifs soient en train d'être annulés. La ville rouvre à nouveau. Les barrières de sécurité sont retirées. Ce n'est certainement pas un bon signe pour la tenue des négociations. En plus de cela, il y a un journaliste du New York Post, et je suppose probablement aussi d'autres journalistes américains, qui sont encore à Islamabad depuis la dernière rencontre de négociation qui a eu lieu il y a environ 3 semaines. Ils prévoyaient probablement qu'il y aurait une autre rencontre. Alors ils sont restés dans la ville. Certains de ces journalistes avaient un contact direct avec la Maison Blanche et peut-être même avec le président Trump lui-même. Depuis ce matin, le président Trump a envoyé un message texte à l'un des journalistes et lui a dit essentiellement qu'il pouvait rentrer chez lui. C'était probablement un indice qu'il n'y aurait pas d'autres rencontres de sitôt. Il est un peu déroutant que le président des États-Unis envoie directement de grandes nouvelles aux gens par message texte. Mais malgré tout, c'est une nouvelle importante et cela suggère que les négociations pourraient être complètement terminées. Cela signifie que la guerre pourrait reprendre à tout moment maintenant. Quand la conduite des affaires d'État commence à arriver par message texte, même les vieux câbles diplomatiques doivent se sentir au chômage. Cela dit, je veux présenter un autre scénario possible. Cela pourrait signifier que les négociations seront déplacées dans une autre ville, peut être en Suisse. C'est là que les négociations avaient lieu avant le début de la guerre, en février. C'est donc une possibilité, mais à mon avis c'est une issue très peu probable. Plus probablement qu'autrement, il semble que le prochain développement sera la reprise de la guerre. Pour les Iraniens, ce n'est certainement pas une bonne nouvelle parce que, comme je l'ai expliqué au début, l'inflation est hors de contrôle. La nourriture n'arrive plus dans les ports. Si la guerre reprend, l'inflation va encore empirer. Une analyse commence en tenant compte des 2 derniers mois qui ont mené à la deuxième guerre, en janvier et février. L'inflation avait alors atteint 8% par mois, en supposant qu'elle augmente d'1% chaque mois ou tous les 2 mois d'ici la fin de l'année. L'Iran pourrait faire face à une inflation de 11 ou 12% par mois. Cela signifie que les prix augmenteraient de plus de 200%,
ce qui reviendrait essentiellement à tripler le prix des biens moyens, dans un scénario malheureux, mais actuellement probable, où un autre conflit commencerait, cette analyse repart du niveau d'inflation de janvier et février, puis ajoute 1 ou 2% chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Dans ce cas, l'inflation pourrait dépasser 20% par mois. La tendance est claire. L'inflation se compte maintenant en mois et non plus en années. C'est la réalité à laquelle l'Iran fait face. Dans ce cas, le pays pourrait se retrouver avec une inflation de 500%. Et pendant que Trump se vante d'avoir toutes les cartes en main, ce sont les Iraniens ordinaires qui sont forcés de payer la partie de poker. Pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il agit en ce moment, il faut revenir en arrière et regarder comment l'Iran est arrivé là où il est aujourd'hui. Cela ne veut pas seulement dire revenir à 1979, lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, cela signifie remonter encore plus loin, jusqu'à l'époque où la dynastie Qadjar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran jusqu'à aujourd'hui.